La gouverneure générale Julie Payette a démissionné de ses fonctions hier en raison d'allégations graves sur le climat de travail à son bureau. Comment Justin Trudeau devra choisir maintenant son successeur? J'en parle avec Stéphane Beaulac, il est constitutionnaliste, prof à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et c'est avec lui qu'on avait parlé de Mme Payette lors de son entrée en fonction en 2017. Stéphane Beaulac, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait pas si longtemps que ça, à vrai dire. Ben non, est-ce que vous pensiez qu'on allait boucler la boucle aussi rapidement? Ben, boucler la boucle, dans le sens par rapport à Mme Payette, oui. Surtout qu'il y a possibilité de renouveler. Hein? On l'a vu dans l'histoire des gouverneurs généraux. Alors, c'est précipité, évidemment. Puis, peut-être juste pour préciser, c'est pas juste des allégations, c'est qu'il y a un rapport accablant qui a été déposé hier, à la suite duquel, la gouverneure générale a décidé de quitter. La question qui revient à chaque fois qu'on parle du gouverneur général et qu'il y a quelque chose qui se passe à Rideau Hall, il y a des gens qui disent « Est-ce qu'on a encore besoin de ça, cette fonction-là? » Dans les faits, est-ce que je me trompe ou s'il est impossible d'abolir la fonction? À peu près impossible. Cela dit, c'est certain que s'il y avait une volonté majeure, pensons à un précédent pas si lointain. L'Australie a jonglé sérieusement avec la question de savoir s'il n'y était pas temps là-bas de passer à autre chose, puis de se finaliser la décolonisation dans un sens et s'émanciper de tout ce lien historique, soit symbolique dans les faits, en droit constitutionnel. Mais, donc, on a tenté l'aventure. On le sait, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'au Canada, on pourrait imaginer une conjoncture qui s'y prêterait dans un avenir proche? J'en doute fortement. C'est parce qu'il faut l'unanimité des provinces. Alors là, si l'île du Prince-Édouard n'est pas contente, ça se fait pas, là. Ben, c'est ça. Et outre ça, c'est peut-être dans un contexte plus général de possibles négociations constitutionnelles dans l'hypothèse d'un processus de réforme qui pourrait inclure l'institution du gouverneur général. Même ça, c'est un peu, pas utopique, là, mais en tout cas, dans le court moyen terme, je le vois vraiment pas dans ma boule de cristal, là. Il y a une habitude, certains disent une convention constitutionnelle d'alterner entre gouverneurs généraux francophones et anglophones. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement un anglophone qui va remplacer Mme Payette? Ah non, puis faisons attention, là, il y en a qui sont rapides sur la gâchette des conventions constitutionnelles. Je pense que ce serait difficile d'en faire la démonstration. C'est la pratique, semble-t-il, qui s'est instaurée depuis quelques générations que l'on souhaite dans le meilleur des mondes, alterner. Puis ça, c'est suivant peut-être les référents historiques des deux peuples fondateurs, francophones, anglophones, mais dans la réalité contemporaine où de deux choses une, tout d'abord, c'est pas si clair que ça par rapport à plusieurs potentiels candidates dans quel des deux groupes linguistiques on pourrait nécessairement les mettre. Et il y a aussi, peut-être que c'est votre prochaine question, l'occasion peut-être maintenant de songer sérieusement à la nomination d'un ou d'une autochtone au poste de gouverneur général. En attendant, c'est le juge en chef de la Cour suprême, M. Wagner, qui va remplir les fonctions. Mais on est en situation de gouvernement minoritaire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas demander à M. Wagner de faire ça très longtemps? Bien, c'est certain que s'agissant des fonctions, hein, souvent symboliques, protocolaires, dues de la gouverneure générale, on dit souvent que, sauf exception, il n'y a pas grand rôle réel dans notre système constitutionnel pour cette institution. Puis le sauf exception, c'est justement dans des circonstances comme on les connaît, comme ça arrive régulièrement. Hein. On se souviendra en 2008 où il y a eu, de fait, c'est pas juste théorique, là, où il y a eu, de fait, l'exercice de ces pouvoirs exceptionnels de la gouverneure générale à l'époque, Michaëlle Jean, pour arbitrer, ni plus ni moins, dans un contexte d'un gouvernement minoritaire. Là, le gouvernement minoritaire que l'on a actuellement à Ottawa a déjà passé ce premier 12 mois où on pourrait imaginer un rôle réel nécessaire à exercer pour le gouverneur général. Alors, c'est pour ça que, pour revenir à M. Wagner, je pense, il pensait pas hier matin qu'il aurait à remplir ses
ces fonctions-là, mais je pense que pour les prochains mois, ça peut mettre le contexte d'un gouvernement minoritaire, c'était ça votre question, une pression supplémentaire pour procéder avec célérité. Ouais. Mais en même temps, les fonctions du gouverneur général sont... ça respecte des conventions qui sont bien balisées. Même en 2008, à la fin, Mme Jean, elle a fait comme son premier ministre lui a recommandé de faire. C'est rare qu'il peut exercer beaucoup de décisions autonomes, le gouverneur général. Non, absolument. Vous l'avez bien résumé. Sauf que je mettrais juste peut-être un bémol, c'est qu'il y avait cette question plus que hypothétique en 2008, en décembre 2008, de savoir si justement ces circonstances, puis on se rappellera là juste les grandes lignes que l'on était à quelques mois suivant l'élection du gouvernement minoritaire de Stephen Harper qui essayait de faire passer un budget et il y avait la menace, dans un sens, ou la possibilité d'un gouvernement de coalition et c'est dans ce contexte-là où elle a dû se pencher réellement sur la question de savoir si elle était pour suivre la recommandation du premier ministre Harper à l'époque et, comme vous le dites, elle a décidé de suivre l'avis du premier ministre, mais c'était des circonstances où elle aurait pu choisir autrement. Sans abolir la fonction de gouverneur général, est-ce qu'on peut revoir le côté un peu royal de la fonction? Est-ce qu'on a besoin du mini palais de Buckingham, des serviteurs qui appellent « Oui, Votre Excellence » tout le temps? Il y a des pays européens où le président, qui est un chef d'État protocolaire essentiellement, vit dans sa maison, puis remplit les fonctions protocolaires. Est-ce qu'on a besoin de tout le côté vice-royal, là? Oui, c'est une excellente question. Puis moi, j'aimerais donner en exemple les pays scandinaves, dont la Norvège, sauf erreur, là, où le chef d'État, représentant de couronne, joue un rôle très, très modeste. En fait, c'est toute la politique qui est jouée très différemment dans ces pays scandinaves où on fait beaucoup moins de froufrou autour des fonctions officielles, y compris le rôle de la couronne dans ce système de gouvernance. Alors, pour revenir à notre situation, certainement, puis même on n'a pas besoin d'aller en Scandinavie, on peut regarder comment on approche le rôle des lieutenants-gouverneurs dans la province. Hein? Alors, c'est sûr que c'est nécessaire qu'il y ait une participation, parce que formellement parlant, suivant la loi constitutionnelle de 1867, le représentant de la reine, de la monarchie, a un rôle à jouer à la fois pour les trois pouvoirs, principalement le pouvoir législatif, adopter des lois, et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire gouverner. Mais ça peut se faire de façon beaucoup plus retirée ou effacée. Là. D'accord. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Merci encore une fois d'avoir été à ce micro. Au plaisir, Michel.